Mais c'est quoi ce bordel? Je suis désolé de la Mia, mais c'est à peu près l'image que j'ai eue de ce qui s'est passé sur ces 2 premiers jours de match à élimination directe. J'ai pas d'autre idée de comment exprimer ces moments-là, parce que là, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à n'y rien comprendre. Mais ouais, en tout cas, ça a commencé. Alors je vais faire donc le débrief ici du premier match déjà, ce match Afrique du Sud contre Canada. Même pas au Canada d'ailleurs, ça c'est un des problèmes tout simplement de la réception des États-Unis à cette Coupe du Monde. C'est un petit peu décevant que le Canada ne joue même pas à domicile alors que c'est un pays hôte. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que ça a été compliqué. Ça a été très compliqué pour eux parce que l'Afrique du Sud a dominé globalement le match. Alors, faut noter quand même encore Sid Hall qui vraiment a rattrapé sa disaster class du premier match, parce qu'à la 3e journée, il fait un très bon match, et là encore, il fait un très bon match. Mais ce que je veux retenir, c'est quand même un très très beau match, avec un scénario de fou, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. La première chose que je veux dire, c'est waouh, c'était pas mal, c'était beau. Et ça commence déjà avec donc ce bloc médian sud-africain qu'on n'a pas trop vu sur les premières journées. C'était plutôt un bloc très bas, ce bloc sud-africain. Et ça commence très fort avec des récupérations comme ça et une volonté de projection très très rapide. Là, on le voit avec cet oblique, qui ne mènera à rien. Mais aussi, par contre, il y a un très très gros pressing de la part de nos amis canadiens. Parce que là, un jeu de remise qui obtient un coup franc ici, et derrière, ça donne un très très bon coup franc, magnifiquement frappé par Eustachio. Malheureusement, je sais pas ce qui lui est arrivé à Moïse Bombito, il a raté le ballon, et du coup, forcément, ça donne rien. Et vraiment, les Canadiens très très axiaux qui bloquaient vraiment la construction axiale, qui vraiment forçaient les Sud-Africains à partir par les côtés. Par contre, à la moindre passe longue, comme là on l'a, c'est fini. La défense canadienne était pliée dès ces longues passes. Et derrière, ça donne une très bonne passe. Et ça donne des bonnes actions sud-africaines comme celle-là. Maintenant, le bloc canadien, c'était un 2-1. J'ai un 2-1-4-2. 2-1-4-3. C'était assez bizarre. Avec juste les 2 centraux qui restent là. Avec un milieu qui reste ici, et le reste ça va très très offensif, que ce soit Johnston, Larea, que ce soit Mia, que ce soit c'était très particulier cette animation. Je trouvais très bizarre cette animation. J'ai pas été fan. Alors déjà, j'ai pas été fan du fait que Kyle Lary n'est pas titulaire alors qu'il est double buteur pendant cette Coupe du Monde. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que c'était pas mal. Par contre, c'était un match très très intense avec des très bonnes défenses. Là, c'est la défense de Mokoen, pas de Moko. En tout cas, c'est une très bonne défense et c'était assez intéressant. Il y a des passes prises de risque, et c'est des pertes de balles bêtes. Ça, c'est cette passe. Il y a quand même 3 Canadiens, et donc là, heureusement que Nathan Saliba n'a aucune imagination offensive. Il se retrouve dans cette position. Il est obligé de décaler là. Et derrière, ça donne cette frappe totalement foirée de Buchanan. Mais c'est quand même pas Buchanan, pardon. Là, il me semble que c'est Larea. En tout cas, c'était pas une très grande première mi-temps. C'était une bouillie de football. Même si on a vu des très beaux gestes. Là, ce petit crochet du central sud-africain. Mais à la mi-temps, c'était particulier. Il n'y avait pas de joueurs qui sortaient du lot. Les notes étaient de 6,5 en moyenne, toujours. La possession était légèrement, mais très légèrement sud-africaine. Mais sinon, c'était plutôt équilibré. Et franchement, j'étais pas convaincu que ce soit par une équipe ou par l'autre. Le seul joueur qui sortait un peu du lot encore, c'était Eustachio, de par le fait qu'il tirait bien ses coups de pied arrêtés pour le Canada. Et côté c'était Modiba qui sortait du lot côté sud-africain. Sinon c'était quand même plutôt compliqué. Ah non, c'était Oluwaseyi, pardon, je m'excuse. Et donc clairement cette animation canadienne était très très particulière, et j'avoue que c'était pas, même s'il y a eu cette volonté de se projeter là avec cette sublime passe pour trouver David en jeu de déviation. Derrière, ça mène à Johnston. Par contre,
Oh, Oluwaseyi, comment tu rates le ballon? Bah derrière, forcément, ça donne rien si tu rates les ballons comme ça. Maintenant, c'est un match avec beaucoup d'intensité, des défenseurs très 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 solides. Là, Luc de Fougerolles, un entrant pourtant, qui tacle violemment à la 61e. Alors, c'était légal, hein, mais c'était quand même c'était assez violent. Et il y a quand même des très très belles, il y a eu quand même très peu d'actions, mais la plus grosse action du match, c'est celle-là, c'est cette percussion. Et là, Buchanan qui peut trouver David, mais non, parce que c'est sauvé de justesse devant lui. Une top action pour moi, ça c'est vraiment, ça équivaut à un arrêt, à un sauvetage sur la ligne, hein, parce que là c'était but assuré derrière. Top, top, top sauvetage. Mais à la 75e, tout change avec l'entrée de cet homme-là, Alphonso Davies, qui a totalement redynamisé, que ce soit dans le jeu, parce que beaucoup de choses passaient par lui. Il était vraiment très percutant, mais même que ce soit dans les têtes. Bah oui, le capitaine, le meilleur joueur, peut-être le plus grand joueur de l'histoire du pays, bah là il revient. Ah yeah, c'est bon, c'est fini, il a plus de soucis de santé, il peut revenir. Ça va être galvanisant pour le match, pour leur 8e de finale. Parce que oui, hein, c'est pas une surprise, l'Afrique du Sud, comme d'habitude, bon, beaucoup moins quand même, mais a sorti encore une fois la machine à frapper de loin. Mais le Canada, ça a été très fort là sur cette action avec Jonathan David qui oriente le jeu. Là, De Fougerolles qui vraiment est un peu comme meneur de jeu presque. Le centre, bon, un peu foiré, même très foiré. Mais derrière, Eustachio, j'ai pas compris. Il vient d'où ce geste? Reprise de volée un peu, ouais, bizarre. Et ça vient se loger dans le petit filet du gardien. Et ça fait 1-0 pour le Canada. L'Afrique du Sud ne s'en remettra pas. Peter Bosz va être viré. Et ça fait que le Canada se qualifie pour le 8e de finale et ira défier le vainqueur de Pays-Bas-Maroc. Et ouais, c'était un match très 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 gros match de Eustachio. Il mérite sa note de 8,8 là sur WhoScored. J'ai bien aimé, j'ai adoré l'entrée d'Alphonso Davies, ça vaut pas un 6,3 pour moi. Le match de Saliba, j'ai moins été fan. L'Area Cornelius, très très fort. Et ouais, c'est assez particulier comme match, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le Canada se qualifie, eux qui n'avaient jamais gagné de match de Coupe du Monde, et qui se qualifient au buzzer, un petit peu, non pas à la surprise générale, mais au buzzer en tout cas. Et ouais, et je pense que les victoires au buzzer, les victoires de justesse, je pense que ça va être vraiment le thème de ces matchs à élimination directe, parce que là on en a eu 4, et 4 d'anthologie. Le deuxième, c'est ce Brésil-Japon. Alors, ce Brésil-Japon, qu'est-ce qu'il faut dire? Bah, il faut dire que cette équipe brésilienne, ça m'a surpris. C'est toujours la même. Les deux ont vraiment sorti la même équipe. Mais ouais, il y a 2-3 trucs qui vont pas. Déjà, Paqueta qui se blesse dès la première minute de jeu, puis qui derrière se prend un ballon dans le crâne. Il y a rien qui va. Vraiment, c'est pas ouf ce que nous propose le Brésil en première mi-temps avec un Zion Suzuki impérial dans les sorties et tout ça. En plus, c'était très très bien parti avec des très belles passes japonaises aussi là pour casser les lignes, et derrière ça obtient un très bon coup franc qui sera foireux. Le Japon dans son fameux 5, là du coup vraiment pour verrouiller l'axe et donner sur les côtés. Derrière avec le latéral qui est là normalement pour surveiller Vini et Tomiyasu qui peut venir appuyer ce latéral. Avec aussi cette interception sur cette frappe foireuse de Danilo et cette chevauchée. Alors beaucoup de gens disent oui, Casemiro il aurait pu aller plus vite. Je pense qu'il aurait pu aller plus vite effectivement, mais oui, en fait il pouvait pas se permettre parce qu'il devait pas prendre le risque de faire faute au risque de prendre un deuxième jaune. Ça je pense que c'était le thème de cette action de Casemiro. Et derrière Kaishu Sano, magnifique frappe qui vient se loger dans le petit filet d'Alisson. Et le Japon qui ouvre le score et qui derrière se met à dominer. Vraiment et qui même vraiment défensivement était impérial, qui verrouillait l'axe dans ce 5-4-1 du coup avec Ayase Ueda en essuie-glace pour essayer de gêner quand même la création, avec ses casse-milieux qui se resserraient sur le porteur s'il était au milieu, avec donc ces deux joueurs en surveillance sur Vini. Mais un truc va tout changer, c'est cette entrée-là
cette entrée-là. Aya Hendrik, il a le droit de jouer, je sais pas, sa punition est finie peut-être. Peut-être qu'il a enfin reconnu que c'était un bon joueur, Ancelotti. Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, cette entrée, elle a tout changé. Alors, dans la première mi-temps, clairement, mon homme du match, c'était lui, c'était Kai Choussano, vraiment l'abattage défensif. De toute façon, c'est un des meilleurs joueurs. C'est un des joueurs qui a le plus gros abattage défensif du monde, hein, clairement. 13 km parcourus par match en moyenne, pas sur un match, en moyenne. Et vraiment un très très bon milieu récupérateur. Je pense il va intéresser plus d'une très bonne équipe européenne. Et l'autre, c'est évidemment lui, Zion Suzuki. Il y a déjà Leeds qui s'intéresse à lui, mais je crois qu'il y a d'autres grosses écuries qui vont commencer à s'intéresser à lui, parce que là, dans ce match, tout le monde s'est intéressé à lui et tout le monde a décelé qu'il y avait vraiment un très très grand potentiel, que ce soit Casillas, que ce soit tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un énorme potentiel chez ce gardien japonais. Et vraiment, c'est un excellent joueur. Mais maintenant, alors le Japon qui partait souvent sur des contrées claires comme ça, bon là avec une faute qui empêche. Et derrière, il y a 2-3 trucs qui vont faire basculer le match, qui auraient pu faire basculer le match. Il y a déjà cette tête de Casemiro qui finit sur un très très bel arrêt de Zion Suzuki. Le ballon qui revient sur un autre centre, c'est remis dans la surface, tête de Casemiro, sauvé sur la ligne par Tomiyasu. Et derrière, ça part en contre. Et là, normalement, je pense que le Japon, s'il y avait des titulaires, ça aurait été le moment déjà, ça aurait dû être un tournant du match. Un 5 contre 5, vraiment, en contre. Ça aurait pu être très très important. Si le Japon finissait cette action, le match était plié. C'est simple. Maintenant, je pense qu'avec les titulaires, ça aurait été beaucoup mieux. Parce que là, on aurait eu donc Ueda, on aurait eu Mitoma, on aurait eu Minamino, on aurait eu Kubo. Là, ça aurait vraiment fait quelque chose. Mais malheureusement, c'est moins inventif. Et là, sur ce ballon-là, déjà, je sais pas pourquoi tu te retrouves dans cette situation. Et là, un ballon aérien, c'était la mauvaise idée. Parce que là, fallait la transmettre, je pense. Fallait la transmettre à Daichi Kamada. Parce que là, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Et ça donne quoi? Ça donne que le Brésil, 2 minutes plus tard, sur un centre, va pouvoir ouvrir le score. Et donc, ouvrir sa marque, ouvrir son compteur. Et ça fera un partout. Là, je pense qu'on peut là, vraiment, on peut faire une étude approfondie sur le numéro 21 japonais. J'ai oublié c'était qui est vraiment fautif sur cette action. Alors, attendez, je regarde 2 secondes. Numéro 21 japonais. Oui, si. Hiroki Ito qui est vraiment fautif sur ce but pour moi. Clairement, il n'y a pas de débat sur le fait qu'il est fautif. Parce que derrière, ils prennent un but. Et oui, Hiroki Ito est fautif parce que il couvre leur jeu, parce que il est pas là dans le duel, il le laisse échapper dans son dos Casemiro. Mais pourquoi ça? Parce qu'en fait, on va voir un autre truc. C'est que en fait, bien qu'Hendrick ait été nul, son entrée a été cruciale. Pourquoi? Parce qu'en première mi-temps, donc ce changement en 4-2-4, parce qu'en première mi-temps, c'était simple, tout le monde était là, pouvait défendre, donc ils étaient à 2 à défendre sur Vini. Il y avait Ritsudoan et il y avait Tomiyasu. Mais en ajoutant un défenseur dans l'axe, ça a forcé Tomiyasu à rester dans l'axe. Et donc, ça a laissé Vinicius en 1 contre 1. Et donc forcément, on se retrouve dans des situations comme ça, où il peut frapper. Et heureusement, encore une fois, que Zion Suzuki est là et qu'il dévie le ballon sur son poteau, parce que ça aurait pu faire un des buts de cette Coupe du Monde. Heureusement qu'il est là, parce que sinon, c'est très très compliqué pour le Japon. Et Hajime Moriyasu, clairement sur ce match, il m'a énormément déçu. C'est clairement, on n'a pas reconnu le Japon habituel, et mon sélectionneur en est en partie responsable. Déjà, il y a ces changements. L'entrée de Sugawara et Suzuki à la place de Nakamura et Doan, c'était pas la meilleure idée. Mais si c'était que ça, la sortie de Ito et de Kamada, pour le faire rentrer lui, qui va faire un match, mais juste cataclysmique. Sortir Ito et Kamada, qui sont 2 de tes meilleurs joueurs. C'est pas une bonne idée. C'est logique que c'est pas une bonne idée. Vraiment, j'ai été choqué, ça m'a, Et donc, oui.
qu'est-ce qui se passe avec Tanaka? Bah, il perd le ballon. Guimarães trouve Martinelli. Martinelli qui marque avec un peu de réussite parce que le ballon est dévié sur le poteau par le gardien et que cette fois ça rentre. Mais le Brésil qui marque, et oui, tu peux t'en vouloir. Oui, tu peux t'en vouloir. T'as tout le Japon qui va s'en prendre à toi parce que là, t'as fait une erreur. Une très grosse erreur. Et encore une fois, le dernier changement que j'ai toujours pas compris non plus, aucun des changements était cohérent selon moi. La sortie de Daisen Maeda pour Ogawa. Et donc, bah, à la fin du match, les deux Japonais qui ont été marquants pour moi, c'est Kaishu Sano et Zion Suzuki. Et Tanaka, ouais, bah ouais, hein, mais là, à Tanaka, on peut rien faire pour toi, hein. Ça a été cataclysmique ton match, on peut pas te défendre. Maintenant, il y a des trucs quand même un peu intéressants de la part du Brésil, mais bon. C'est l'homme du match, Gabriel Magalhães. Bah, ok, il fait une passe D, mais j'avoue que c'est pas le joueur qui est le plus ressorti du match pour moi, hein. J'aurais pu mettre Vini, bah, pas Casemiro quand même, parce qu'il est en partie fautif sur le but de Sano. Mais ouais, ce Brésil, clairement, qui est pas convaincant. Et là, contre le match commence dans 30 minutes. Et le vainqueur affrontera le Brésil. Et clairement, je vois le Brésil clairement perdre contre ces équipes-là. Maintenant, là, on va passer évidemment au plus choquant. Parce que là, on a encore une fois une victoire au buzzer. Mais là, c'est choquant. Là, je suis choqué. Là, ouais. Alors, cette Allemagne en 4-4-2 avec Undav. Bon, maintenant, on le sait, Undav, c'est pas un titulaire dans cette équipe d'Allemagne. Il faut pas le même titulaire. C'est un bon super sub. Mais pas plus. Bah, toujours la même équipe, hein. Rudiger, Tah, Pavlovic, Mecha, Sané. Et ouais, mais ouais. Et ça commence fort pour le Paraguay. Il y a déjà ce corner avec une très très grosse action. Bon, malheureusement, ça ne donne rien. Et vraiment, ce match, c'était sous le signe de la boucherie-charcuterie, hein. C'était juste très 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 intense. Alors, avec Mecha qui avait fait un bon début de match. Moi, j'avais prévenu sur cette Allemagne. J'avais déjà dit que j'ai trouvé limité offensivement. Je l'ai trouvé en manque d'imagination. Et là, on l'a vu, hein. C'était vraiment, c'était une très très mauvaise attaque face à la bonne défense du Paraguay. Mais la bonne défense du Paraguay, faut voir, hein. Parce que je rappelle qu'ils en prennent 4 contre les USA. Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Là, bah, Nagelsmann va se faire virer, je pense. C'est qu'une question de temps. Et ouais, c'est compliqué pour cette Allemagne. Et Almiron, il s'est fait martyriser pendant ce match, hein. Il s'est sacrément fait martyriser. Mais ouais, l'Allemagne, bah, il y a ces longues passes. Mais Sané, s'il te plaît. 7 dribbles tentés, un seul réussi. C'était cataclysmique son match. Faut pas le mettre titulaire, je sais pas. Pourquoi tu mets pas Moussiala? Ouais, non, là, j'ai vraiment pas compris du tout Nagelsmann. C'est juste totalement incompréhensible. Parce que là, je comprends rien et c'est ouais. Encore une fois, hein, Almiron qui se fait bousculer, mais cette fois qui reste debout et qui peut aller derrière, mettre un petit pont à Pavlovic. Bon, qu'il retient, du coup le ballon sort en sortie. Et ouais, il leur a pris quand même de sacrés coups. Almiron, c'est normal qu'il sorte. Mais c'est aussi lui qui est en partie à l'origine de ce premier but avec ce dédoublement. Il trouve son coéquipier et derrière, Enciso tout seul dans la surface. Comment tu le laisses tout seul dans la surface? C'est peut-être le seul joueur dangereux de leur équipe. Le seul joueur vraiment identifiable avec Almiron. Comment tu le laisses tout seul? Et donc bah oui évidemment qu'il marque. Et oui évidemment que ça fait un 0 à la mi-temps pour le Paraguay. Et ça fait que l'Allemagne, il n'y a aucun bon joueur là quand on regarde les stats. Pendant ce temps-là, Galarza faisait un très bon match. Canale faisait un très bon match. Bobadilla aussi. Almiron, Caceres, ils faisaient tous un très bon match. Et Enciso faisait un top match. Il n'a pas raté de passe pendant ce match, c'est simple. Et même à la reprise, il y a eu cette très grosse occasion. Il faut que Neuer s'emploie pour l'arrêter. C'est quand même très inquiétant de la part des Allemands. Il y a eu ce centre, mais après il y a quand même ce centre exceptionnel de Wirtz pour Havertz qui peut finir et ça fait un partout. Mais comment tu laisses les Paraguayens dans cette situation-là? Heureusement qu'il sait pas finir. Parce que là, à la 100e minute, l'Allemagne a été moins forte. J'ai trouvé juste nul.
Pendant que le Paraguay, eux, et certes, ils bétonnaient en défense, mais ils ont vraiment joué leur coup à fond. Et pour moi, c'était clairement eux qui ont dominé ce match, en tout cas dans les idées et tout ça. Wirtz qui fait quand même un bon match. L'entrée de Musiala, mais trop tardive. Voltema 2 qui fait une entrée cataclysmique. C'était compliqué. Pendant ce temps-là, Canalé fait un très bon match. Mais l'autre homme à retenir après, ça sera pour plus tard. Là, on voit quand même qu'il verrouille. Mais pourtant, à la 101e minute, la faille est trouvée. Parce qu'il y a ce corner de Nathaniel Brown. Et c'est marqué par Ta. Mais si la faille est trouvée, c'est parce qu'il y a faute de Valdemar Anton qui ne jouait absolument pas le ballon sur Orlando Gil, qui forcément est par terre et ne peut pas arrêter. Donc le but est annulé. Pour moi, c'est compréhensible. Pour d'autres, ça ne l'est pas. Voilà. Et donc, on arrive au péno. Et Havertz, top arrêt de Orlando Gil. Derrière, c'est très très bien tiré. Les 3 suivants, en fait, sont très bien tirés. Là, Orlando Gil qui frôle le ballon, qui a failli l'arrêter. Mais ça passe pas. Et là, Voltema 2. Voltema 2. Voltema 2. Mais quoi? Mais sérieusement, quand tu vois les pénaux qui nous sortent en première ligue, et là, le péno, wow, c'est immonde. Et Orlando Gil qui offre quand même 3 balles de match au Paraguay. 3 balles de match. La première est ratée. Comment c'est possible? Il tire à côté. La deuxième, elle est ratée parce que c'est marqué, tout simplement. Et la troisième qui est ratée, Balbuena, pas Valbuena, Balbuena, qui rentre spécialement pour les tirs au but. Il rentre 5 secondes avant la fin du match, qui rate son péno, arrêté par Neuer. Mais là, on a un penalty gabrielesque de la part de Jonathan Ta. Je lui ai perdu le ballon au milieu des supporters allemands et je crois qu'il est dans ce coin-là. Mais je sais pas, mais ouais, penalty gabrielesque. Et derrière, c'est transformé. Et oui, le Paraguay peut célébrer. Demain, c'est aujourd'hui, c'est jour de fête nationale chez eux. Tout simplement, fête nationale, jour férié. Parce que oui, ils se sont qualifiés en 8e de finale et ils iront affronter le vainqueur de France-Suède. Je vais pas dire la France, parce que on disait qu'on allait jouer l'Allemagne en 8e, et au final non. Et ouais, ce que je retiens, c'est le très très gros match d'Orlando Gil, très très gros match de Almiron, de Galarza, de Mauricio. C'est des joueurs que vraiment j'ai beaucoup aimé. Et ouais. J'avoue que c'était bizarre. Et on passe sur le dernier match. Le Maroc-Pays-Bas. Et tu viens de démissionner. Bah ouais. Faut savoir apprendre à jouer au foot. Parce que là, pourquoi tu changes? Tu venais de trouver la formule qui marchait. Alors effectivement, c'est le fait de mettre Ake Van de Ven, c'est-à-dire 2 centraux en fait, pour bloquer Diaz Hakimi, Diaz Hakimi, Boadi, Unai, Saibari, tout cela qui se décollent beaucoup côté droit, c'est une bonne idée. Sur le fond, c'est une bonne idée. Mais t'enlèves de la densité au milieu, évidemment. Donc oui, forcément. Forcément que oui, tu vas te faire virer. Parce que là, en fait, t'as la création des 3, mais t'es obligé de passer par une création latérale, parce qu'il y a personne au milieu. Le milieu, il est déserté. De Jong, il est là. Gravenberch, il est là. Mais comment tu crées par le milieu? Il faut des contres et des longues obliques de Gravenberch. Et là, par contre, c'est là que pour la première fois du match, le Maroc est sauvé. Parce que là, ça aurait pu faire but pour Broby sur ce débordement de Somerville. Là, sur ce corner, il faut un top arrêt de Verbruggen pour empêcher le ballon de rentrer. Juste après, il en faut encore un autre pour empêcher cette frappe de rentrer. Il a été mis à rude épreuve, Verbruggen. Et ouais, ça a été compliqué. Il y a eu ce canon à frappe de loin. Là, il faut un top arrêt de Bounou cette fois. Mais j'avoue que la première mi-temps était assez soporifique, assez chiante, on va le dire. Il faut encore une fois. Et là, Saibari qui rate le ballon. Comment il fait?
Comment il fait pour rater le ballon? Le ballon était à 2 cm de lui. Et donc, bah oui, il marque pas alors qu'il aurait pu marquer. Derrière, il y a d'autres actions. Il y a ces ballons en profondeur. Il faut encore une fois que Verbroen soit là. C'était quand même inquiétant pour les Marocains. Pour les Pays-Bas, pardon. Mais là, contre-attaque éclair. Encore une fois, Brobbey en position de pivot, qui trouve Summerville, qui trouve Gakpo. Et on voit cette fusion de joueurs, on se dit, c'est quand même beaucoup pour un match qui n'est pas fini. Mais les fusions de joueurs, elle n'est pas pour le but. Elle est pour le buteur. Cody Gakpo. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il a les larmes aux yeux? Parce que ça, c'est en hommage à son fils qui est mort dans le ventre de sa femme il y a seulement quelques jours. C'est un but très émotif pour Cody Gakpo. Et les Pays-Bas qui continuent à se battre derrière après ce but. Ils se laissent pas emporter par l'émotion. Là, c'était vraiment avec des tacles et des expressions de battants, notamment de Van Dijk. Et alors, ouais, bah ouais. Et ouais. Mais il y a quelque chose à retenir aussi. C'est qu'il y a des trucs qui n'ont pas été très bons. Et là, pourquoi tu laisses ce centre? Alors là, c'est vraiment le Maroc qui passe à 3 avec un milieu défensif, un latéral gauche. En fait, les deux centraux, c'est simple, ils montent en pointe. Les deux centraux montaient en pointe parce que là, il n'y avait plus le choix. Et le centre. Et bah ouais. Il a payé ce changement. Il a payé ce changement parce que Diop, il marque le but. Il égalise à la 91e. Un autre tir au buzzer, le 3e de ses éliminatoires déjà. Et ça envoie le match en prolongue. Prolongue où il y aura eu des bonnes occasions. Il y aura eu 7 grosses occasions. Heureusement que Verbroen est là. Mais ça envoie encore une fois au péno. Et ce premier penalty qui est marqué. Et El Ainaoui qui cherche sur le poteau. Ce deuxième penalty, bah, il est raté. Il est tiré à côté. Non, il est tiré sur le poteau. Non, pardon. Il est pas tiré à côté, il est tiré sur la barre. Il est tiré sur la barre pour El Ainaoui. Donc bah oui. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Penalty, raté, arrêté. Ah bah non. Bah non, parce que le talon de Verbroen renvoie le ballon dans les buts. Et oui. Parce que du coup, après derrière c'est marqué. Là, le penalty est totalement raté. Mais là aussi, encore une fois sur le poteau, le péno d'Hakimi. Et là, Bounou qui anticipe le péno et qui trouve peut-être une parade au péno tiré en hauteur. Parce que là, il reste debout. Il choisit son côté, il va l'arrêter, ce péno tiré en hauteur. Et là, Saibari qui marque le penalty de la délivrance. Et le Maroc se qualifie. Et donc, ce soir, on a 2 gros matchs. On a ce Norvège-Côte d'Ivoire. Magnifique apéritif avant le France-Suède à 23h. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Désolé, elle est très en retard, elle sort très en retard. J'ai pas eu de sommeil parce que je me suis couché à 6h du coup à cause de ce match. Et donc, bah, je me suis levé tard et j'ai mis du temps à préparer ma vidéo. Demain, la vidéo sortira aux alentours de 15h. En tout cas, je vais essayer au maximum de la sortir dans ces heures-là. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, booster la vidéo si vous êtes sur téléphone ou tablette. Sur ce, ciao.